Arnaud Biguet, bonjour. Bonjour. Bonheur de vous entendre enfin. Alors, je rappelle que vous êtes grand reporter, que vous êtes le correspondant en Chine de France Télévisions. Vous avez été le premier à apparaître le 22 janvier dernier, masqué, dans les rues désertes de Wuhan, qui était devenue une ville fantôme. Vous y êtes resté 133 jours, plus de 4 mois, et vous avez été le seul journaliste étranger à pouvoir travailler sur place. Et ça mérite déjà une première question. Pourquoi, comment vous avez fait pour travailler de là-bas ? Le travail est un sport de combat et le journalisme est un sport de combat en Chine. Ça a été difficile. Alors étonnamment, on a quand même pu faire beaucoup de choses. On a pu avoir accès à des eaux. Il y a eu une certaine désorganisation probablement les premiers jours à Wuhan et on était assez libre de nos mouvements. Mais très vite, on s'est rendu compte quand même qu'on était surveillés et nous sommes. Voilà, il y a quelques coupes. Reculés. Je crois qu'on va essayer une toute dernière fois, quelques instants, pour voir si la liaison se rétablit. Je vous entends, Catherine. Vous m'entendez? Alors moi, je vous entends par intermittence et c'est très dommage. Est-ce que vous pouvez nous redire quelques mots pour voir si ça marche? Oui, les conditions de travail à Wuhan étaient évidemment compliquées. C'était compliqué par rapport aux autorités. C'était compliqué par rapport à la police qui était à peu près partout dans la rue et c'est à peu près les seuls gens qu'on pouvait croiser très vite puisque les gens fermés et confinés chez eux et c'est en Chine, c'était un confinement extrêmement dur où les gens étaient vraiment obligés de rester dans leurs appartements, dans leurs maisons. Donc il y avait quand même énormément de surveillance et c'était comme d'habitude en Chine, c'est ce qu'est le journalisme en Chine, c'est un sport de combat, on y gagne toujours. Mais on a essayé et on a finalement réussi à faire pas mal de choses, peut-être pas autant qu'on aurait pu, mais on a quand même fourni l'antenne jour et nuit pendant ces 133 jours. Alors ça, c'est la première question d'Olivier, justement, qui vous la pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, l'information en continu? C'est-à-dire que vous n'aviez pas que le 20h de France 2 à nourrir, vous aviez aussi la chaîne France Info, vous aviez évidemment le 13h, vous aviez d'autres éditions. Est-ce que pour vous, ça a changé les choses sur le terrain? Il y a le 12-13, il y a aussi le 19-20 de France 3. En effet, il fallait alimenter les différents canaux, il fallait alimenter aussi les réseaux sociaux. Donc c'était un travail de tous les 20h est à 3h du matin en hiver, heure de Chine. Donc on n'a pas beaucoup dormi parce que le matin, en se réveillant, quand la France dormait, il fallait évidemment trouver un chauffeur pour se déplacer, ce qui n'était pas facile puisque la circulation était a priori interdite à Wuhan. Donc c'était des volontaires qui avaient un laissez-passer qu'on était obligé de trouver pour nous amener ici et là aux endroits où eux aussi voulaient aller, sans être embêtés d'ailleurs par les autorités ensuite. Et puis il fallait un traducteur et puis on sortait à peu près 2 heures par jour. Il ne fallait pas tenter ni le virus ni les autorités, puisqu'au début on ne savait rien, quasiment rien de ce virus. Mais donc on mange jour et nuit et les journées très 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 longues. Alors j'ai une question de Gérard également qui se demande si vous avez eu peur de la maladie. La maladie, oui, parce qu'on ne connaissait rien de cette maladie. Mais absolument rien. D'ailleurs, quand on est arrivé à Wuhan le 22 janvier, cette maladie n'avait pas encore de nom. On voyait des silhouettes fantomatiques se balader en rue, il y avait des files d'attente absolument incroyables devant les hôpitaux. Le 22 janvier, il y avait à peu près 570 cas officiellement dans la ville de Wuhan. Il y avait 17 morts. Mais donc tout le monde dit qu'il se passait quelque chose et que cette fièvre, on ne la connaissait pas, on ne savait pas la maîtriser. Donc c'était évidemment anxiogène et comme disait Sartre, qui n'a pas peur n'est pas normal en ces circonstances. Mais en même temps, on avait quand même quelque chose à faire. Il fallait alimenter l'information sur les antennes de France Télévisions.
et c'est beaucoup plus utile que tous ces gens qui étaient chez eux, enfermés chez eux, qui se heurtaient au mur, qui peut-être avaient de la fièvre, qui ne savaient pas quoi faire, qui devaient faire des kilomètres parfois à pied pour se rendre dans un hôpital et pour pouvoir avoir un diagnostic. C'était vraiment très difficile, c'était vraiment des heures de départ, et justement, précisément parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et je crois qu'il y a quelque chose qui vous faisait vraiment peur, c'était les fameuses cliniques de la fièvre. Racontez-nous. Alors, les gens commençaient à affluer dans les hôpitaux. Les Chinois ont très vite construit des hôpitaux de fortune. Wuhan est une ville énorme, de 11 millions d'habitants. Il y a déjà beaucoup d'hôpitaux. Tous les hôpitaux étaient réquisitionnés pour le Covid-19. Les médecins, les infirmières, qui dormaient d'ailleurs à l'hôpital. Et puis, ils ont construit des hôpitaux de fortune, donc des hôpitaux en record, en 10 jours à peine, qui étaient donc ces cliniques de la fièvre, parce que s'approcher d'un hôpital était probablement la meilleure façon de tomber malade. Et la peur à l'époque, c'était justement de tomber malade, et pas forcément du Covid-19, de tomber malade de quoi que ce soit et de devoir aller se faire soigner, et là, éventuellement d'attraper le Covid-19. Donc on avait assez peur de ça, d'être embarqué manu militari, les Chinois ne prenaient pas de pincettes, et d'être embarqué dans un hôpital. Vu de Chine, parce qu'on devait porter un masque en permanence. On vous rappelait de toute façon cette fièvre qui montait dans la ville de Wuhan, qui est l'épicentre de l'épidémie, et on prenait votre température au moins 10 fois par jour. Partout où vous alliez, on prenait votre température. Impressionnant. Comment est-ce que vous, de Chine, vous avez vu le débat qui commençait en France ? Alors, on a vu les différentes vagues, évidemment. On a vu l'Italie tomber malade, puis la France. Vu de Chine, on s'est dit que ça a pris quand même pas mal de temps, et qu'on n'a pas beaucoup entendu au moins le cri des gens de Wuhan, qui est devenue une ville maudite. Et on a mis un peu de temps. On a mis un peu de temps à l'allumage, évidemment aussi, ils l'ont reconnu, mais les Chinois partaient d'une feuille blanche. Quand on regardait ce qui se passait en France, en avertissant, en disant ce qui se passait à Wuhan, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de contrôle de température, pourquoi il n'y avait pas de masque. D'ailleurs, on disait au départ, très souvent, que le masque ne servait à rien, et donc on avait du mal à comprendre qu'il n'y ait pas justement cette mondialisation de l'information et cette mondialisation. La France a commencé à prendre véritablement des mesures au mois de mars. Il y avait déjà à peu près 6000 cas en France. Il y avait déjà 148 décès. Donc les Chinois semblent avoir été beaucoup plus réactifs de ce point de vue. Et encore une fois, la Chine partait d'une page blanche. Et en France, on peut se demander pourquoi justement on n'a pas regardé ce qui pouvait se passer en Italie ou en Chine ou ailleurs. Alors, pour vous, Wuhan, ça a été aussi une jolie histoire. Vous y avez adopté un chien et un chat. J'ai une question de Marie qui veut savoir comment va votre chat. Donc ça, c'est une jolie histoire parce que vous les avez adoptés, vous les avez trouvés, ils avaient été abandonnés. Et puis, vous veillez à leur santé tous les jours. Et puis, vous avez donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. La question, pardon, Catherine, je ne l'ai pas entendue. Comment j'ai adopté ce chat ? Comment vont vos animaux adoptés à Wuhan ? Ils sont venus à moi tout simplement. C'était des animaux abandonnés très vite à Wuhan, que le Covid-19 pouvait toucher les animaux. Et donc vous aviez eu ces images terribles, que nous n'avons d'ailleurs pas diffusées, de gens qui balançaient leur chat ou leur chien du balcon de leur immeuble parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par leurs animaux. Et puis il y a des gens qui sont partis en vacances et qui n'y sont jamais revenus à Wuhan et qui donc ont abandonné tous ces animaux. La petite jeudi qui est arrivée vers moi un jeudi alors que nous étions tous des Robinson Crusoe dans de verre et d'acier, et le chien c'est pareil, il est arrivé un jour et il ne m'a pas quitté, donc je les ai nourris, je me suis occupé d'eux et on allait se balader ensemble, on allait faire nos directs ensemble. Et à une époque où on était vraiment les seuls à pouvoir se balader dans la ville et à sortir de notre hôtel. Donc la question précise de Marie, c'est comment il va aujourd'hui ce chat ?
La petite chatte a fait des petits d'ailleurs, et je devrais retourner la voir et la prendre avec moi très vite, d'ici un mois ou deux. Voilà, donc merci pour cette réponse à la question de Marie. Je me tourne vers Christophe qui a d'autres questions de téléspectateurs et de personnes sur les réseaux sociaux. Oui, Arnaud, bonjour, Christophe Guillaumard, de la même maison que vous. Alors je me fais l'écho ce matin d'internautes qui nous posent des questions via Twitter ou Facebook. Étienne qui pose cette question. Est-ce que vous avez eu envie de rentrer en France? Tout à l'heure, lorsqu'on attendait la liaison, votre liaison Hervé Brousini, que vous avez au téléphone, nous en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous avez eu envie de rentrer en France pour Étienne? Absolument pas. Pour les occasions se sont présentées, puisqu'il y a eu pas moins de 3 vols de rapatriement des ressortissants français qui vivaient. Il y en avait à peu près 300 qui sont rentrés en France, donc subi une quarantaine en France, mais qui ont été exfiltrés de la ville de Wuhan par les autorités françaises. À chaque fois, on nous a posé la question, que ce soit les autorités françaises ou bien sûr les autorités chinoises, qui n'avaient qu'une hâte, c'est que nous montions l'avion pour partir de la ville de Wuhan. Et j'avais dit à l'équivalent de la culture à Wuhan, qui me poussait à prendre cet avion, je leur avais dit, écoutez, maintenant, moi, je vis à Wuhan pour le meilleur et pour le pire. Si vous allez, je viendrai, mais en attendant, on vit ensemble, on meurt ensemble, et on restera à Wuhan. La rédaction m'a posé la question à Caron même, de savoir si on voulait rentrer, de se poser la question, évidemment, de savoir si on devait. Chaque fois, je leur ai dit que sûr, nous étions correspondants en Chine, tous les deux, Gaël et moi. L'actualité est en Chine et pour moi, il n'y avait aucune raison de quitter ce pays et de quitter cette ville de Wuhan parce qu'il fallait aller sur ce qui se passait et ce qui n'avait dans le reste du monde. Donc, il aurait été assez étonnant pour moi de partir. Est-ce que vous vous êtes senti, Arnaud, soutenu par l'ambassade de France, par le consulat de France à Pékin et à Wuhan? Est-ce que vous étiez en relation avec le Quai d'Orsay, tout simplement, avec les diplomates? Les autorités françaises et via la rédaction d'Aïri se tenaient au courant de la situation et du jour d'arrivée des différents avions de rapatriement et comment ça allait se passer après. Le consulat de France m'a bloqué des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que je rentre directement de l'horaire des avions, du jour de rapatriement, et me diriger automatiquement vers Quai d'Orsay. Toute la cellule de communication était centralisée à Paris, c'était complètement fou, puisqu'il y avait quand même 300 Français qui étaient en attente de partir de Wuhan, où on ne savait pas ce qui allait se passer et combien de temps ça allait se passer. Il se trouve que ça a duré 77 jours, le plus de Wuhan, c'est-à-dire l'impossibilité d'en sortir. Mais la communication est difficile avec les autorités françaises et tout était centralisé au Quai d'Orsay et on ne voulait pas maintenir l'arrivée et du départ des avions, ce qui du coup était compliqué pour notre boulot de journaliste. Mais j'avais des contacts avec la communauté française de Wuhan et c'est donc eux qui étaient au courant de ce qui se passait. Une centralisation qui, on comprend, vous déplorez. Est-ce qu'il y a des sujets maintenant que vous voulez faire en Chine? Quelles sont les histoires que vous avez envie de raconter? Est-ce que tout simplement vous avez envie de retourner à Wuhan, par exemple? Est-ce que c'est pertinent? C'est tout à fait pertinent puisque la ville revit aujourd'hui, il n'y a plus de Covid-19, on fait des méga fêtes et outre quelques contrôles de température et le port du masque qui n'est plus obligatoire dans les rues mais que les gens continuent de porter puisqu'il y a toujours beaucoup de vigilance de la part des autorités chinoises et en particulier à Wuhan, même si c'est probablement aujourd'hui l'une des villes les plus sûres, voire la ville du monde, il n'y a pas de doute que nous y retournerons de toute façon puisque le temps passe quand même très très vite et qu'on va bientôt arriver finalement à cet anniversaire des premiers cas à Wuhan. Et puis en effet, il y a des histoires, il y a toujours des histoires à faire. Et évidemment, la plus belle histoire à creuser est de savoir où se trouve le patient zéro. Et le saura-t-on jamais? Que sont devenus les journalistes, les citoyens journalistes qui ont rapporté les premières images des hôpitaux absolument submergés où les vivants enfiévrés côtoient les morts?
du Covid-19. Voilà, on n'a toujours pas de nouvelles de ces citoyens journalistes. Voilà, c'est une enquête à faire. Il y a encore beaucoup de gens à Wuhan. Est-ce que ça, vous pensez que c'est possible en Chine, cette enquête-là? Difficile. Difficile, compliqué. Saura-t-on jamais la vérité? Arriver à trouver un certain nombre de pistes, probablement. Je ne sais pas si on saura un jour qui était le patient zéro, puisque finalement Wuhan est le fameux marché de Wuhan est sans aucun doute le premier foyer, mais c'est là qu'il y a le patient zéro, puisque le patient zéro, ce serait au mois de... Ce ne serait pas à Wuhan, ce serait dans la province du Hubei, qui est la province de Hubei. Wuhan en est le chef-lieu. Mais je pense qu'on finira par savoir. Pour le SRAS, par exemple, il y a à peu près 9 mois pour savoir où était le patient zéro et qui était le patient zéro. Il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent. Il y a quand même aujourd'hui une certaine ouverture, pas forcément de l'information en Chine, mais je pense que les Chinois devront à un moment rendre des comptes, probablement. Je me tourne maintenant vers la salle. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser leurs questions à Arnaud Miguet? Est-ce que vous voulez vous diriger vers le pupitre pour lui poser une question en direct? Le temps que la personne se déplace au pupitre, j'ai une question Twitter de Baptiste. Avez-vous constaté, Arnaud, que les autorités chinoises mentaient sur leur nombre de cas pendant la montée de l'épidémie? Difficile de faire l'addition, difficile de vérifier. D'ailleurs, les autorités chinoises ont changé à peu près 6 fois le mode de calcul pour les gens qui tombaient malades du Covid-19. Ils ne prenaient évidemment pas en compte au départ les gens qui étaient tombés malades chez eux. Et puis, il y a évidemment une politique du chiffre en Chine aussi. Ça n'est pas nouveau. Autrefois, quand il y avait une catastrophe naturelle, les autorités donnaient le chiffre de 39 morts. C'était toujours le chiffre de 39. Et évidemment, ça allait très vite, beaucoup plus haut. Là, il y a des chiffres officiels. Difficile objectivement de creuser. Si vous parlez à des spécialistes à Hong Kong, systématiquement, on dit qu'il faut rajouter un zéro. Officiellement, par exemple, il y a 4653 morts en Chine à ce jour. Ce serait à peu près 46 000 si on écoutait les Hongkongais. Si on écoute les Britanniques, il faut multiplier par 15 ou par 24. C'est très compliqué de le savoir. Et là, pour le coup, saura-t-on jamais, je ne pense pas. Arnaud Miguet, merci beaucoup d'avoir eu la patience de répondre à nos questions, que la liaison soit établie. Merci beaucoup aussi pour tout ce que vous partagez avec nous, parce que c'est une expérience passionnante, mais elle est vraiment nourrie de reportages et de vécu qui est précieux pour nous. Donc bonne continuation, on a hâte de voir vos prochains reportages à Wuhan, et puis merci encore.